bonjour, dans l'après-midi, bienvenue. Aujourd'hui, nous commençons notre live sur la posture 2 du livre Je suis là avec toi, 9 postures pour accueillir les enfants et les adolescents en souffrance. Aujourd'hui, je vais recevoir une personne très spéciale, René Schubert, qui est psychologue, psychanalyste et constellateur familial. Il est l'auteur de plusieurs livres et c'est une personne extrêmement généreuse, légère, amusante et très appliquée dans ses études continues sur tous ses chemins. De la compréhension, de la nature humaine, de la psyché, du temps des personnes pour pouvoir vivre leur processus. Donc, c'est la personne qui m'est venue immédiatement à l'esprit. Dans cette étape 2, qui est de réussir à soutenir notre écoute, notre regard pour une personne qui souffre. Alors, je suis très heureux de le recevoir ici aujourd'hui, je vais l'appeler, pour que nous puissions discuter. Et puis, j'en profite pour apporter les nouveautés qui eu lieu hier ici à Brasilia. Laisse-moi aussi lui raconter. Salut, bon après-midi. Bienvenue. Nous y sommes. Merci. Merci pour l'introduction d'écrivaine. À écrivain, félicitations. Gratitude. Ce félicitations, les gens qu'il me donne, c'est parce qu'hier soir, regardez qui est arrivé, René. C'est tellement bon quand un petit enfant de papier naît, n'est-ce pas? René? Oui, c'est un projet, c'est une gestion. Il est revu, il est repensé, réfléchi et il est risqué, n'est-ce pas? Parce que publier est un risque, n'est-ce pas? Courage. Courage. Et c'est drôle que tu aies apporté ça en profitant déjà du flux ici. Quand on va porter un lettre, moi quand je suis devenue mère, je me souviens que la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai remercié à genoux, et la deuxième était mon Dieu, maintenant il va falloir qu'il sorte, n'est-ce pas? Quelle peur, comment va se passer ce processus? Y a-t-il vraiment ce risque? Et il y a cette dévotion qui, dans le corps de nous, les femmes, est inconsciente. C'est la mère, la nature, n'est-ce pas? Avec ses ordres de Dieu, le Père, aussi créateur, agissant là, dans notre corps. Et les choses avancent, et quand on voit, ce projet est prêt, celui-ci non. Nous devons. Nous sommes là les créateurs, disons ainsi. Évidemment, nous avons toute l'assistance divine et toute l'inspiration qui vient. Mais c'est un soin immense que nous devons avoir pour pouvoir voir. Chaque page, chaque petite lettre est à sa place ou non. Et il est impossible de ne pas comparer ces deux naissances, n'est-ce pas, René? Oui, nous avions déjà parlé de cela, que l'écriture est une hémorragie. Et cela a à voir avec notre parcours. Hier, tu as dit, enfin non, pardon, cette semaine tu as dit cela à Renata Pinotti, c'est-à-dire c'est le parcours et la traversée, c'est-à-dire se traverser au fur et à mesure que l'on écrit. J'étais, d'ailleurs, il y a peu avec la coordinatrice d'un projet d'écriture, en train de réviser un texte que j'ai déjà dû lire une 50aine de fois. Mais c'est ça, on sait que notre écriture, elle finit par être un déclencheur, n'est-ce pas? Tout comme elle a été un déclencheur pour nous, elle sera un déclencheur pour les autres. On ne peut pas savoir comment, mais on s'efforce, on se consacre pour que cette information soit précise. Quelle est, comme dans ton écriture de ton livre, un enchaînement, un rythme, et tu as dit ça à Renata, un soutien, et j'appellerais cela un accueil qui, en même temps que la personne lit. Cela résonne dans son corps comme, regarde, elle écrit quelque chose que j'ai déjà pensé, que j'ai déjà remis en question, ou elle écrit quelque chose que j'avais besoin de lire. Il y a des personnes qui
Parle de cela, et c'est bien que ton livre arrive. N'est-ce pas? Je vais parler de l'après-pandémie. Nous savons que nous avons encore un chemin à parcourir, mais après la pandémie, parce que c'est un fait, nous avons besoin de ce livre. Nous, psychologues, éducateurs, parents, grands frères, des personnes qui voient soudainement la souffrance d'un enfant, d'un jeune, et se demandent, mais suis-je une personne adéquate? Que puis-je faire? L'enfant a besoin de quelqu'un de disponible. Il n'est pas nécessaire d'être un docteur en philosophie. D'autant plus que, même en étant docteur, et c'est ce que j'ai trouvé génial dans les propos de Renata, parfois on l'aide sans vraiment aider. Il faut faire très attention, car parfois vous êtes super compétent, mais à ce moment-là, il ne s'agit pas d'être un super-héros, mais d'être fragile, d'être vulnérable, d'être empathique. Ressentir ensemble, comme nous en avons discuté. Et soutenir ce ressenti ensemble n'est pas si simple, n'est-ce pas René? C'est un dépouillement. C'est un dépouillement. De l'ego gonflé, de l'ego enflé. Effrayé. Effrayé. Se souvenir, se rappeler de son enfant intérieur, de ses douleurs. ET. Parfois, dire, écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais je suis là. Tu as mentionné cela lors du live. Je vais rester tranquillement ici à tes côtés. Et parfois, cela fait, cela opère des miracles. Je vais, en écoutant ton discours, c'était lundi que tu as parlé à Renata? Oui, c'était. La posture 1, les amis. Le live de la posture 1. Aujourd'hui, nous vivons le live de la posture 2 avec René. C'est parce que le premier live a été fait avec Renata Pinotti lundi et il est déjà disponible à la fois ici sur IGTV et sur YouTube. Oui, oui, parce que, tu vois, j'ai parlé avec Renata hier et tout, nous sommes en contact. D'ailleurs, Dani a réuni une équipe. Cela me fait vraiment honneur, car ce sont des personnes que j'admire beaucoup. Le parcours, le regard. Ce sont des postures multiprofessionnelles, c'est-à-dire chacun avec son savoir, chacun avec son contour. Mais tu parlais de cette chose de rester tranquillement à côté. Et j'avais un collègue qui a raconté cette histoire une fois. Il a eu un problème très sérieux à la colonne où il risquait de devenir paralysé. Et il était à l'hôpital depuis déjà 2 mois. Et il raconte qu'un de ses amis arrivait tous les jours, le matin, à l'heure où l'ami pouvait. Il le saluait, disait quelque chose, je suis là. Il s'asseyait à côté de lui, ouvrait le livre et commençait à lire à voix basse. Le gars lisait pour lui, mais il était là. Et puis il a dit, ce gars-là a été celui qui m'a le plus aidé. Parce que tout était silencieux. Je méditais. Il était une personne qui avait toute une connaissance de la méditation et tout, mais je savais qu'un de mes meilleurs amis était à mes côtés. Et quoi qu'il en soit, que ce soit pour lire le livre, pour discuter, pour pleurer, il était là. Et chaque jour, il était là 1 heure à côté de mon lit. Alors, cette chose comme le silence remplit aussi. Oui, et nous en avons beaucoup parlé, Renata et moi. Cela me rappelle aussi, je ne sais pas si c'était un livre que Ber a apporté, analysant la situation de Job. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui a traversé tant de holocauste, vraiment, personnel, tant de chaos, et il a dit comment un ami, les amis pourraient s'asseoir à côté de lui pendant qu'il traversait cela. Tout, sans avoir besoin de partir, courir pour faire, pour l'en arracher, ou simplement être ensemble. Te souviens-tu d'une parole de Ber dans ce sens? Oui, je ne me souviens pas de Job.
Parce que maintenant je me souviens du texte de Jung par rapport à Job. Mais je me souviens là-bas en Allemagne, 2015, Rudiger Rogol, qui est médecin, psychothérapeute en analyse transactionnelle, raconte quand il a perdu sa femme et que Bert et Sophie l'ont accueilli chez eux. Et il disait, on passait l'après-midi à écouter de la musique classique et Bert, il était juste là. Il disait comment cela a été réconfortant pour moi. Parce que nous ne parlions pas du fait et, en même temps, nous étions en harmonie avec le deuil, avec la perte. Hébert était là. Encore une fois, c'est le récit de cet ami. Silencieux, mais c'est un silence qui englobe. Qui embrasse, qui accueille. C'est ça, mon cher. Waouh, c'est très beau. Et on commence toujours un peu à l'heure, n'est-ce pas, René? Nos lives. Je trouve ça merveilleux parce que hier, juste pour apporter un peu de ce que nous avons vécu ici, hier, nous avons eu le lancement en présentiel. Et pendant la pandémie, j'ai lancé Ravi, qui était ce livre pour enfants. Et j'ai fait un lancement en présentiel avec les gens, tous masqués, la vaccination était déjà en cours. Et nous avons réussi à le faire, mais c'était comme ça. 15, 20 personnes, c'était bien. Espacé, très tranquille. Et hier, n'est-ce pas, j'avais cette attente, je me suis dit, TFF, c'est un livre si spécifique, n'est-ce pas, il devrait y avoir peu de monde, je m'étais préparée à cela aussi. Et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Je pense qu'il y avait plus de 100 personnes, comme ça. Et j'étais impressionnée parce que c'est un sujet, n'est-ce pas, qui traite de la souffrance. Et, plus que cela, René, en voyant le regard des mères, des pères, des professeurs, n'est-ce pas, j'ai parlé pendant 8, 10 petites minutes, comme ça, c'était très rapide, j'ai même. Cette intervention sur mon YouTube, je pense que je vais la publier. Plus tard, pendant ce week-end. Puis, tout avec beaucoup de simplicité, comme ce livre. Ce livre est très fin, c'est un livre de 30 minutes, juste de lecture. En même temps, chaque phrase n'est pas seulement un mot qui est dit. C'est une attitude à étudier, à intérioriser et à percevoir. C'est pour cela que je fais ces lives, pour que les gens puissent non seulement voir ce qui est là, mais aussi expérimenter cela, dans leur quotidien, dans la vie pratique. Mais ici, avec nous, avec ces échanges, pouvoir ressentir. Et cela, c'est passé hier. J'ai pu parler avec ces personnes et sentir leur regard et leur écoute revenir vers moi, qui est le thème de notre live d'aujourd'hui. Et ma sensation avec elles était, je suis ici avec vous. Je sais ce que vous traversez. Il y a un chemin possible que vous ne pourrez pratiquer qu'en étant vous-même. Ce n'est pas une recette toute faite, parce que cela n'existe pas. Il existe une proposition dans chacune de ces postures d'expérimenter. Dire quelque chose dans ce sens pour voir comment on se sent. Et trouver sa propre manière de mettre cela en pratique. Parce que chaque enfant ou le patient que vous allez suivre aura une résonance différente avec vous. Ou chaque élève. Alors, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est être présent, c'est être disponible qui va. Mettre cela en action. Et j'ai tenu à clarifier cela hier. Et avoir ces regards du genre, non, mais y a-t-il une issue à ce que je vis? Comment puis-je gérer cette douleur? Alors, c'est pour cela que j'ai vraiment voulu faire ces lives, René, parce que il y a aussi un besoin de regarder et d'écouter. Lit interne. Et vous, par exemple, qui êtes psychologue, n'est-ce pas? Également psychanalyste, également constellateur familial. Combien d'années avez-vous étudié pour atteindre cette posture que vous avez?
de regarder, d'écouter pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Et sans parler des adaptations, n'est-ce pas? D'années, parce que ainsi. La psychologie, en tant que science, est une posture de chercheur. Et en tant que psychothérapeute en psychologie, je recherche la psyché et le soma. La psychanalyse est déjà une méthode et a une posture éthique analytique. Et je me souviens encore aujourd'hui de mon professeur, Tita Pelta. Je posais plusieurs questions sur la constellation familiale, mais comment est-ce? Ce chant, d'où vient-il? Et Peter nous regarde et dit, tu vas devoir renoncer. De la psychanalyse à ce travail ici. Et au premier abord, j'ai dit comment renoncer. J'ai étudié des années ici. Il a dit, non, tu ne comprends pas. Ici, quand tu fais cela, tu abdiques. De ce que tu sais pour entrer dans le vide. Alors, il parle de trois, peut-être, postures différentes, trois formes différentes. Et dans ce sens, je suis facilitateur de constellation familiale, je suis facilitateur de programmation neurolinguistique, je suis facilitateur de type de coaching et chacun a un client, un espace qui dit « Je voudrais cet outil. Ici. » Oui, mais je crois que les trois, désolé de t'interrompre, que les trois ont une racine commune, qui est cette disponibilité. Oh, écoute. Je crois que, dans ce sens, ce que Baer a dit, de l'évacuation, donc du retrait, se centrer, du recentrage. C'est ça. Entre soi. Écoute, en allemand on dit Amel, c'est comme si tu te rassemblais. Iron Man, quand il rassemble toute son énergie au centre de sa poitrine. Alors, tu rassembles ton énergie ici et tu respires. Tu entres dans un état d'harmonie avec le tout. C'est une posture, une pleine conscience fondamentale. Tu n'es pas dans un lieu de pouvoir, tu es dans un lieu de présence ici. C'est ça. Exactement. Et donc, quand je t'ai provoqué de cette manière, par rapport aux différentes pratiques, je voulais dire ceci, il y a eu un temps d'entraînement pour toi. Et quand une mère, un père, un professeur, une personne qui peut-être n'a pas cet entraînement, prend ce livre. Oui. Comment pouvons-nous, peut-être, donner quelques conseils aux gens sur pourquoi et comment faire ce processus de retrait dans la vie pratique quand vous allez faire un accueil de ce type? Parce que, en général, ce qui se passe là, c'est ce dont j'ai longuement parlé avec Renata. C'est la volonté de faire une intervention rapide. Ou le déni. C'est trop difficile, c'est trop douloureux, je ne supporte pas de regarder cette quantité de douleur et de souffrance, et je ne vais pas regarder ça, ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Et là, je nie, j'invalide la douleur, je dis arrête avec ça, cesse de faire des manières, cesse de m'unir, ainsi, dans le déni. Où je viens, et je commence à trop intervenir, parce que j'entre dans cet espace qui n'est pas ce recentrage, c'est un espace d'anxiété, c'est un espace de peur, de désespoir, et je veux résoudre cela tout de suite, je veux résoudre cela rapidement. Et là, je commence à intervenir avec beaucoup de violence. Alors, nous avons déjà un peu discuté de cela, mais je voulais te demander de manière assez pratique, comment pouvons-nous? Dans ce deuxième pas, dans cette deuxième posture, je suis là. Tu as déjà donné le conseil pratique des deux histoires des deux amis, n'est-ce pas? L'un s'arrêtant, une personne. Quand quelqu'un accompagne une personne ainsi, normalement, le tableau de souffrance de l'enfant et de l'adolescent est le même.
Je vais vers cette rencontre. Que suggères-tu de faire dans cette pré-préparation? Pour y arriver? Une fois, je me suis assis à côté de Berlinger. Et nous avons discuté avant. Avant d'ouvrir, il a parlé avec moi. Et puis il a dit, tu sais comment je lis les gens? Et en riant, n'est-ce pas? Du genre, avec son humour à lui. Et alors j'ai dit, non, comment, raconte, n'est-ce pas? Et lui, je respire avec elle. Et puis il a dit, quand tu t'es assis ici à côté de moi, j'observe et j'essaie d'accorder ma respiration avec l'autre. C'est comme si le ménère était, pour nous tous, humain, était disponible avec cela les informations du champ. Alors, la première chose est de s'accorder. Logiquement, j'ai mon histoire, tu as la tienne. J'ai mes vérités, tu as les tiennes. Mais nous respirons tous les deux. Nous respirons tous les deux de l'oxygène. Tu n'es pas meilleur, je ne suis pas meilleur. Tu n'es pas pire, je ne suis pas pire. Mais quand nous allons vers la même respiration, le son qui sort de notre bouche va à un rythme similaire. Nous nous accordons. C'est comme un instrument de musique que nous accordons. Alors, au même rythme, dans une même cadence. Alors, peut-être, corporellement, ce serait le premier pas. Logiquement, ayant en main le livre de Dani Midriari, tout ça, au fur et à mesure que je lisais, parce que j'ai eu cette opportunité, j'exerçais chacune des 9 postures à ce moment-là. Ah, René, mais tu savais déjà cela? Non, non, c'était la première fois que je lisais le livre de 2. Et alors, dans quelle situation suis-je entré dans cette posture? Dans quelle situation ai-je eu besoin de cette posture, de mon thérapeute, de mes amis, de ma mère, de mon père? Alors, c'est toujours un exercice. D'abord, moi. Et comment je peux offrir cela à l'autre? C'est-à-dire, comment j'absorbe cela? Vraiment, je te donne ce truc ici, et tu ne sais pas ce qu'est ce truc. Et puis, tout à coup, j'arrive chez toi, et tu es en train de manger de la soupe avec ça. Et tu dis, non, Dani, c'est pour que tu fasses des lives. Tu dis, tu ne savais pas? Une cuillère. Alors, chacun va en faire un usage, mais dans un premier temps, je me laisse traverser par cela, je le ressens. Tu as bien précisé, c'est un livre pour adultes. Et il est important que les adultes ressentent d'abord leurs enfants en lisant ce livre. Les enfants intérieurs. Exactement. Leurs enfants, moi, mon garçon, ma fille, mes garçons, mes filles, avant de parler avec la fille, avec le garçon en dehors de moi, et qui soudain est silencieux, a un air boudeur, ne sait pas parler. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas. Le corps crie, mais n'existe pas. Parle de cela. C'est-à-dire, ce contenu est crypté dans un sens intelligible, il est inintelligible, mais le corps neutre, il est triste, il est abattu, il est agressif, il est en colère tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es réveillé, tu t'es assis sur une fourmilière, c'est ça? Qu'est-ce
qui s'est passé? Et là, quand je rentre en contact avec mon enfant intérieur, je me souviens de toutes ces phases que j'ai traversées. On ne peut pas oublier, n'est-ce pas, Danny? C'est quelque chose que Freud nous rappelle, que nous oublions notre enfance. Nous devenons adultes et nous oublions. Et parfois, nous nions. Tu as parlé de la négation. Du genre, ça n'existe pas. Et cette négation montre un peu notre douleur. Elle montre un peu notre traumatisme. Je n'ose pas revenir à ça. Je ne veux pas me souvenir que ça fait mal, que ça blesse. Et alors, souvent, tu as mentionné l'expression du nimini. Je dis, arrête avec ce nimini, arrête avec ces bêtises. Alors, qu'est-ce que c'est? Et là, je commence déjà avec une série, un manuel d'impropriété, un manuel de ce qu'il ne faut pas faire avec un enfant. Rappelons que l'enfant, parce qu'il est enfant, ou le jeune, parce qu'il est jeune, n'a pas encore de mécanisme d'adaptation élaboré. J'ai dû, pour être psychanalyste et psychologue, développer des mécanismes d'adaptation très spécifiques pour le travail thérapeutique. Pour être disponible, pour être présent. Donc, vraiment, on n'achète pas l'attitude dans un livre, mais on peut exercer l'attitude à partir d'un livre. C'est la proposition, n'est-ce pas? Et donc, que se passe-t-il souvent là? Le grand problème dont j'ai discuté avec Renata et qu'on ne peut pas ne pas l'aborder aujourd'hui aussi. La personne, quand elle gère cette souffrance chez son enfant, elle gère aussi la souffrance qui est systémique quand c'est au sein d'une famille. Quand c'est le cas des enseignants et des personnes qui accompagnent également en tant que professionnels de santé, il y a encore la possibilité qu'elle projette ses propres thèmes et entre aussi dans quelque chose de similaire dans son noyau de douleur. Mais quand c'est spécialement entre parents et enfants, cela devient très viscéral, très organique. Alors, dans ces cas spécifiques, il est très important d'expliquer que le symptôme, même s'il s'agit d'une explosion de colère, même si c'est quelque chose de très difficile à gérer, est un appel à l'aide. L'adulte ici, ce sont les parents et ses enfants, ses adolescents, lorsqu'ils expriment. Par exemple, un cri. C'est souvent aussi le cri de la mère et du père qui n'a pas été exprimé. C'est un cri systémique, pour ainsi dire, de ce système familial. Alors, pouvoir regarder et valider cela et dire « je suis là » et vous sentir aussi que vous exprimez quelque chose à travers cette histoire, peut-être que cela vous donnera un peu plus de conscience pour réaliser que, doucement, cela doit juste s'écouler. Il n'est pas nécessaire de désespérer en pensant que ce sera toujours ainsi, car c'est un point sur lequel je veux déjà entrer. Comme un autre élément, en plus de ce que vous avez dit, respirez ensemble, observez. Quand ce symptôme arrive, quel qu'il soit, et que nous faisons ainsi, résistons, mettons un frein, mais surtout ce mouvement de repousser, de ce genre, vous savez, c'est un mouvement qui augmente la résistance, augmente la douleur, augmente le symptôme. C'est différent d'être dans cette posture d'observation et de dire, intérieurement, vous n'avez pas besoin de dire cela à l'enfant ou à l'adolescent, mais vous le dites, oui. Je suis ici, avec toi. Je suis désolée pour ta douleur, qui est la première posture, et la deuxième qui arrive aujourd'hui. Je te vois et je t'écoute. Vous n'avez pas besoin de leur dire tout cela, mais intérieurement, vous entrez en contact avec cette manifestation, avec « je te vois, je t'écoute » et supportez la manière dont cela va se manifester dans le sens de fournir un soutien et de ne pas se mélanger, de ne pas l'emporter à l'intérieur, là avec vous et les gens. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. C'est quelque chose que nous devons observer en train de passer
Tu sais, comme on le fait dans la méditation, tu vois une pensée passer. Tu arrives, tu dis bonjour, ça va, au revoir, n'est-ce pas? Et tu laisses cela traverser. Parce que souvent, ce dont la personne a besoin, c'est juste de laisser cela s'écouler. J'ai déjà donné cet exemple aussi en direct. Le moment où la vague monte, où l'on perd pied, c'est le moment où l'on est presque désespéré. Alors c'est le moment où il faut. Attends, la vague va redescendre et tu vas retrouver le sol. Alors nous apprenons à respirer et à donner de l'espace à la personne pour qu'elle exprime ce symptôme. Attendre. Dans ce sens, c'est quelque chose que nous apprenons des plus âgés. Quand ils disent ainsi, calme-toi. Souvent, ils ne parlent pas, leur posture parle. Cela, parfois, je vais le retrouver en mûrissant. Et là, je vais me rappeler que oui, mon père avait cette posture. Ma mère avait cette posture de pleurer, plaire. Tu veux te débattre, débat-toi. Et, logiquement, on dit que le temps guérit toutes les blessures. Ce n'est pas vraiment ça. Le temps est la présence, parce qu'il est important d'avoir de la présence avec le temps. Parce que le temps va passer et va passer. Parfois comme un train à grande vitesse. Maintenant, dans la présence, tu apprécies le paysage, y compris parfois des paysages difficiles. C'est un exercice que nous faisons parfois dans certains travaux d'hypnothérapie, de PNL, c'est-à-dire observer les choses depuis la fenêtre d'un train. Et, parfois, quelques paysages difficiles. Sauf que tu arrives à prendre du recul et malgré tout, à regarder, malgré tout, à laisser cela trouver sa place. C'est-à-dire, même le difficile, même le désagréable peut avoir sa place, mais je dois découvrir quelle est la distance nécessaire pour moi, pour regarder cela. C'est aussi un exercice, trouver cette distance. C'est pourquoi il y a des parents qui parfois n'arrivent pas à étreindre l'enfant. Parce qu'il y a des fois où j'étreins, comme tu l'as dit, ça déborde. Il y a des fois où j'étreins, j'étouffe. Et si je suis étouffé, je ne peux pas pleurer. Alors c'est cette chose, est-ce que j'écrains l'enfant devant moi ou est-ce que j'étouffe? Le mien, qui veut pleurer aussi? Eh bien, Renan, mais c'est complexe ça. Attends, assieds-toi. Élingère, il disait souvent cela. C'est-à-dire, après une constellation, que vas-tu faire? Rien. Rien. Laisse agir. Et si une intuition vient? Et nous, c'est ce qu'est une intuition. C'est un rêve, une force. Suis cela. Mais ce n'est pas ici. Ce n'est pas une équation. Récemment, Sophie a posté quelque chose que j'ai trouvé fantastique. Elle dit que les gens regardent une porte et l'analysent scientifiquement. Ainsi, ils n'ouvriront pas la porte. L'essentiel est simple. Donc, ce n'est pas ici. Il est souvent dans un mouvement qui, pour un enfant, vient naturellement comme des pleurs. Elle parvient à manifester les symptômes. Et parfois, elle entendra de l'adulte « Arrête ça. Regarde ce que tu fais » et là elle apprend, déjà, à se fermer. Elle apprend déjà à symptomatiser, silencieusement dans le corps, qu'il ne peut pas y avoir trop de bruit, qu'elle ne peut pas trop s'exprimer. Et ce que vous avez dit est un fait. Les enfants qui viennent ici au cabinet, leur symptôme est le cri du système. L'enfant est une éponge, il absorbe. On ne sait pas quelle est la part du père,
Quelle est celle de la mère? Probablement des deux. Et pas seulement du père et de la mère, il y a l'oncle, la tante, il y a le grand-père, la grand-mère. Il y a des gens dont on ne sait même pas qu'ils sont là et qui sont là, se rendant présents. Alors il faut attendre parce que l'histoire va se révéler. Et parfois, on prend un dessin d'un enfant qu'il a fait lors de la première séance, et après 1 ou 2 ans, finalement, cet élément dans le dessin prend sens. Oh, regarde, l'enfant savait. Elle savait sans savoir. Elle a manifesté quelque chose. D'ailleurs, Renata, je voulais aborder cette idée que tu as apportée dès que tu as lu le livre, parce que j'avais déjà conçu le livre avec des pages pour que les adultes écrivent. Comme c'est un livre pour adultes, je me suis beaucoup concentrée sur eux. Et après chaque posture qui est dans le livre, il y a une proposition. Écris-toi aussi, parce qu'écrire guérit. Alors, pour que la personne puisse se développer, et c'est très important, ce dont nous parlons, d'avoir notre enfant intérieur déjà bien accueilli et concilié pour que nous ayons ce carburant, cette essence à brûler, pour soutenir et accompagner les enfants et adolescents qui sont proches de nous. Parce que si nous ne prenons pas soin de nous, normalement, nous ne parvenons pas à rester dans l'adulte responsable. Et nous venons ici et nous nous heurtons, paniquons ensemble, nous disputons, réprimons, nions et invalidons la douleur de l'enfant et de l'adolescent. Alors, c'est un livre qui a deux voix. Je parle tout le temps de ce soin envers l'enfant intérieur pour que nous puissions réduire progressivement la projection de nos conflits sur nos enfants et réussir à les soutenir, car il est impossible de cesser cela. La vie est un mélange complet, mais dans ses phases plus aiguës de souffrance. Il est important de se surveiller pour ne pas aggraver la situation qui peut s'intensifier beaucoup. Donc, l'adulte doit prendre soin de lui, il doit évacuer cette émotion, c'est pourquoi j'ai inclus ces pages d'écriture. Maintenant, que peuvent faire les parents, les enseignants et les soignants avec les enfants? Alors, en dehors du cadre du livre, une suggestion que vous avez de votre pratique, que vous m'avez apportée. Faire des illustrations, encourager l'enfant, dessiner ce qu'elle a ressenti. De l'attitude, le dessin qui se passe, c'est-à-dire donner de la place à cela, à son expression artistique. Nous utilisons beaucoup le dessin. Au cabinet, cela peut être des crayons de cire, des crayons de couleur, de la gouache. Généralement, l'enfant prend un crayon et elle y va. Et laissez cela venir. Si elle déchire cela, laissez cela venir aussi. Et maintenant, ensuite, on fait une petite fête, n'est-ce pas? Essayons encore une fois. C'est-à-dire, je suis là, n'est-ce pas? Je suis là avec toi. Qu'est-ce que tu ressens? À partir de ça, donne un visage à la douleur de l'enfant. Elle comprend très bien cela. Par exemple, dessine la peur. Et là apparaît un capitaine, crochet. Il faut capter l'angoisse. Plus de notre époque, n'est-ce pas? Mais là surgit un monstre, n'est-ce pas? Avec des dents et tout. Oh, quelle couleur a-t-il? Oh, il a ça et tout. On fait ça avec les adultes. On fait une désensibilisation en utilisant les images que l'adulte apporte. L'enfant, elle dessine. Et elle se sent mieux en dessinant. Elle se sent mieux en riant de son dessin, en jouant avec son dessin. Et l'adulte est à côté d'elle. L'adulte ne dessine pas sur son dessin. Il ne suggère pas de forme, il ne suggère pas de couleur. Exactement. Et il est là. Et ainsi, parfois il arrive que l'enfant dise « Ah, fais-le pour moi et tout. » D'accord, alors sur une autre feuille, tu le fais. Et tu peux même donner ça à l'enfant. Mais la laisser dans cet espace blanc, créer. Tout comme elle crée de l'or, en fait, elle représente la douleur, elle crée aussi des ressources. Parce qu'exprimer à l'extérieur est une ressource.
D'ailleurs, c'est la principale ressource utilisée par la constellation familiale, en groupe, individuel. Je projette l'image à l'extérieur et de ma position extérieure, je l'introjecte à nouveau. Et dans ce chemin, de l'extérieur vers l'intérieur, quelque chose qui change commence à organiser les sentiments, n'est-ce pas? Tu vas en train de traiter, n'est-ce pas, Danny? On entend souvent du client. Je n'avais jamais regardé de cette façon. Tu as sûrement déjà entendu ça. Des clients. C'est très intéressant, c'est évident. Tu n'as rien fait, tu n'as rien changé. Et il change juste un petit peu comme ça. Je n'avais jamais vu ça. Comme ça. Pareil pour l'enfant, elle fait le dessin. Une fois, un de mes patients a fait un dessin d'un gobelin, d'un elfe qui le poursuivait la nuit, un elfe qui l'effrayait. Il me l'a montré comme ça. Il a fait la créature toute verte. Alors j'ai dit, waouh, on dirait un concombre. Et il a regardé et a dit, ça y ressemble vraiment. Il n'est pas seulement laid, mais aussi drôle. Alors tu commences à traiter le contenu. La déconstruction de la peur commence. Exactement. Déconstruction. Sans que ce soit offensant. C'est-à-dire en allant dans cette harmonie. Avec l'enfant, avec le jeune. D'autant plus que s'il dessine, c'est qu'il est aussi à l'aise, à tes côtés. On plaisante toujours, n'est-ce pas? Si un enfant nous donne un dessin, il donne son âme, il donne son image du monde. C'est donc quelque chose de très précieux. Maintenant, René, laisse-moi te poser une question. Quand un enfant dessine à ce niveau, c'est parce qu'il a cet espace de confiance établi dans l'échange. Mais souvent, il y a eu ce dont nous avons parlé. Dans la posture 1, lors du live avec Renata, un mouvement interrompu. Cette confiance a été perdue, souvent parce que les adultes peuvent parfois minimiser les sentiments, réprimer trop, dire « Non, ne parle pas comme ça, arrête de pleurer, enfin ». Et donc avec cette répression, il y a une perte de confiance. Comment penses-tu que cela peut être rétabli pour que ce flux revienne? J'ai aussi posé cette question à Renata et je considère qu'il est important de t'entendre également à ce sujet. C'était un point important que vous avez abordé, car le traumatisme du mouvement interrompu n'est pas quelque chose de conscient dans le système. Souvent, il est circonstanciel, et nous disons que l'événement traumatique est réel ou imaginaire. Il dépend aussi de la manière dont j'ai absorbé ce qui venait de l'extérieur. Et quand je suis enfant, j'ai des fantasmes. Alors, tout à coup, mon père, lui, a eu un accident, et j'ai absorbé cela comme étant de ma responsabilité. Et pour ne pas causer ce mal à papa, que fais-je? Je m'éloigne de papa. C'est-à-dire, il y a plusieurs situations que vous allez souvent reprendre avec l'enfant, jusqu'à ce que le scénario soit clair. Mais allons-y, disons que l'enfant a ce mouvement interrompu, c'est-à-dire, elle ne parle pas, elle ne contacte pas, elle n'interagit pas. C'est très courant, et je ne parle pas d'une formule ici, d'accord, Danny, mais c'est très courant que l'enfant autiste expérimente vraiment, expérimenté. C'est très courant que l'enfant autiste, on plaisante, on dit ça, sur l'ordinateur, n'est-ce pas? On doit découvrir quelles sont les portes d'entrée. Alors, vous allez présenter plusieurs stimuli sonores, visuels, kinesthésiques. Et vous êtes attentif, vous êtes concentré en observant par quelle porte d'entrée l'enfant permet. Tout à coup, c'est le jouet, tout à coup, c'est le dessin, tout à coup, c'est la peinture, tout à coup, il prend le crayon de cire et le mange. Ensuite, il le passe sur sa dent,
c'est-à-dire, il est en train de communiquer. C'est un langage crypté. Souvent, la mère se tourne vers le psychologue et demande « Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Je ne sais pas non plus. Attendons, car c'est un langagé. Il va venir. Il est interrompu à un certain niveau. Je dois voir. Cela résonne avec moi. Quelle résonance cela a avec mes mouvements interrompus, mes difficultés en tant que professionnel, où cela touche à ma personnalité? Et là, c'est un sujet pour que je supervise, pour que je travaille dans ma thérapie, et où, soudainement, il y a une résonance. Alors, en entrant un peu dans ce sujet, j'ai toujours beaucoup aimé l'ego. Beaucoup d'enfants adorent les Lego. C'est une porte d'entrée. Ils voient cela et se connectent immédiatement. Ils connectent mon enfant intérieur avec leur enfant. Mais avec le temps de pratique clinique, j'ai transformé cela en un outil. Il y a des significations là-dedans. S'il y a un mouvement interrompu, j'attends pour voir de quelle manière je vais m'approcher, sans retraumatiser. C'est ça, n'est-ce pas? Si l'enfant a un mouvement interrompu, allez là-bas et lui toucher l'épaule, l'embrasser. Cela peut être désastreux. Non, mais je voulais qu'elle se sente bien, d'accord. Et son langage par rapport à cela? Elle ne sait pas quoi faire avec. Ça, J'aime beaucoup poser des questions. On ne peut pas, par exemple, arriver et dire « Puis-je rester un peu avec toi ?» Disons que les parents ont une distance très grande, très significative avec leurs enfants, qu'ils soient enfants ou adolescents. Alors, entrer dans la chambre et dire « Puis-je rester ici avec toi un peu ?» Ou alors, ne rien demander, juste arriver, s'asseoir. Parfois, vous voulez un massage parce que l'enfant a toujours quelque chose qu'il aime, où il aimera écouter de la musique, où il aimera un câlin, où il aimera un massage. Allez, essayez et posez des questions. Parfois, la personne dit juste « Non, s'il te plaît, sors d'ici ». Mais on peut continuer à essayer « Regarde, j'ai apporté quelque chose. Pour toi, j'ai un cadeau pour toi, je pensais à toi et je l'ai apporté. » Ce sont aussi des possibilités, n'est-ce pas, René? alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Récemment, on a l'album de la Coupe du Monde. Et tout le monde le fait, je le fais aussi ici au cabinet. Et il y a un de mes patients qui a apporté l'album de la Coupe avec les vignettes. Et puis il m'a montré, il a dit, c'est l'album de mon père. Alors j'ai demandé, je lui ai dit, vous le faites ensemble? Non, non, c'est l'album de mon père. Le père était dans la salle d'attente. Alors je me suis tourné vers le père, devant l'enfant, et j'ai dit, écoutez, il peut échanger des vignettes avec moi? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai apporté l'album. Non, c'est qu'il a dit que l'album est à vous, n'est-ce pas? Vous voulez entrer ensemble dans la consultation? Pour nous, les trois. Et puis, le père est entré dans la consultation et tout. Et lors de la séance suivante, le garçon a dit, ah, j'ai apporté mon album. Alors il y avait déjà le nôtre, le sien et celui du père ensemble. Ah, papa a mis celui-ci, j'ai mis celui-là. Et puis cette chose qui semblait, non, c'est le sien, c'est le mien. Non, c'est devenu une pratique familiale. Et c'est intéressant ça, parce que le garçon, on sait, le garçon est soudainement corinthien, palmérance, centiste, à cause du père, de l'équipe du père. C'est une façon, il veut se rapprocher, il voit ce modèle et il veut participer. Et c'est très intéressant de voir des adultes au stand d'échange jouant au bafo. Des gens de 40, 50 ans jouant au bafo lors des échanges de vignettes. J'étais là, j'étais fatiguée parce que j'ai des jumeaux de 12 ans ici. J'étais fatiguée de rester avec eux jusqu'à tard dans la nuit. Marcio m'a regardée et a dit « Mon amour, je n'ai pas la moindre patience pour les vignettes. »
Moi, j'en ai. Et je m'asseyais, j'échangeais et j'organisais. Mais je me suis amusée avec cet album. Maintenant, cette histoire que tu as apportée, René, était parfaite. Parce que l'enfant signale ce qu'elle aime. Donc, cette attitude d'aujourd'hui qui est je te vois et je t'écoute, l'enfant va ouvrir une porte par laquelle tu peux entrer. Alors, il y a des enfants qui sont plus kinesthésiques, il y a des enfants qui vont appeler pour jouer, il y a des enfants qui voudront regarder un film, il y a des enfants qui voudront un massage, enfin. Et là, tu rétablis ce lien qui, dans l'histoire que tu as racontée, s'est fait. En une minute, parce que tu as su saisir l'occasion, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce je te vois, je t'écoute commence déjà là, n'est-ce pas, Renan? Oui, oui, c'est ça, n'est-ce pas? L'enfant arrive. Et souvent elle dit, regarde comme c'est chouette ici, puis-je le montrer à mon père? Puis-je le montrer à ma mère qui est dans la salle d'attente? Et là, je réalise à quel point il est important de créer cet espace du moi. Ici, c'est toi et je vais t'écouter. Et à quel point? D'accord, alors amenons le père et la mère ici, pour peut-être travailler cela, ce que tu as dit du mouvement interrompu, que l'enfant essaie, à sa manière, d'amener les parents à l'intérieur. Et qu'on le veuille ou non, nous allons amener les parents parce que ce que l'enfant manifeste est dans le corps des parents. La question est que c'est projeté dans le corps de l'enfant. Le psychologue, je vois, j'écoute. Maintenant, comment vais-je transmettre ce message au père et à la mère? Parfois par le geste. Alors, ce sont des gestes que nous faisons parce que parfois le mot n'a pas cette force. Et le geste a cette force. L'enfant communique beaucoup plus par geste que par mot. N'est-ce pas? Alors, bien sûr, n'est-ce pas, les amis, nous, en tant que professionnels, nous pouvons faire des rapports, nous pouvons faire des thèses, écrire des livres. Et le geste? Comment transformons-nous le livre de Dany en geste? Elle le rend clair dans le livre. Ce sont des postures. Les postures sont des formes corporelles. Alors, je vois, j'écoute. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est une posture, n'est-ce pas? Et ça n'a pas de sens. Mon téléphone est ici, donc je ne peux pas montrer. Mais ça n'a pas de sens de me tourner vers toi et de dire je t'écoute, Dany. Et je suis en train de tripoter le téléphone. Ça arrive tout le temps à la maison. Non, non, continue de parler. C'est-à-dire, je n'écoute pas. Je dis que j'écoute, mais je n'écoute pas. Je dis que je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis dans l'univers virtuel. Je suis déconnecté du corps, présent devant moi. Et ce traumatisme, qui est très courant après la pandémie, chez les enfants, s'est beaucoup intensifié. Identité virtuelle, identité corporelle, identité. Image, tout est très mélangé. Et les enfants le montrent, n'est-ce pas, René? Elles n'ont pas. Le filtre. Les adultes aussi ont beaucoup souffert de la pandémie, ils sont également très fatigués, ils sont très malades. Mais en général, pourquoi cela a-t-il augmenté autant, cette explosion de symptômes chez les enfants et les adolescents? Parce qu'il y a moins de filtres et qu'ils expulsent quelque chose, qui est dans le système dans son ensemble, n'est-ce pas? Il est très courant aujourd'hui que les enfants apportent l'univers virtuel au cabinet. Alors, ils veulent que j'entre sur les plateformes de Minecraft, de Roblox, et que je modèle avec eux là-dedans. Alors, ils créent le thérapeute sur Roblox. D'ailleurs, je ne vais même pas vous raconter tout ce qui apparaît. Parce qu'ils s'amusent, n'est-ce pas? Avec l'oncle ici essayant d'entrer sur Roblox. Mais la question est, d'accord, ils veulent que cela ait cette forme, mais je dois aussi les ramener ici. Parce que sinon,
je coupe aussi cette connexion. Corps, corps, présence. Je veux dire, ceci est un dispositif, ceci est un intervalle. Mais en le contact dual, prenons la richesse de ce contact dual, la complexité de ce contact dual. T. J'ai remarqué que beaucoup d'enfants en 2 ans ont désappris à jouer. Ils ont désappris à jouer. Je parle de physique, n'est-ce pas? Alors c'est ce truc, on joue aux échecs? L'enfant sort l'application, je dis non, non, ici sur l'échiquier. Ah non, c'est échec. Alors, il y a là, oui. Renata a beaucoup parlé de cela, la transe. La virtualité, c'est une transe. Si j'insiste trop sur cette transe, je vais devenir banalisé, je vais être aliéné de moi-même. Je vais préférer cette image qui est ici sur Instagram à celle qui est ici dehors. Concrètement. Parce qu'ici, je peux utiliser des filtres, ici je peux interpréter des rôles. Ce sont des dangers. Que je le veuille ou non, je vais avec le mouvement interrompu. Peut-être même consciemment. J'interromps ici la réalité qui est ici, la corporéité, la corporalité qui est ici, et je me réfugie dans l'imaginaire, le virtuel. Logiquement, c'est une possibilité et tout, mais ce sont les excès. C'est aussi un reflet de la pandémie pour les enfants et les adolescents qui sont restés pratiquement 2 ans à la maison devant des écrans. Cela fait aussi que le symptôme devient un pont pour rechercher cette reconnexion avec la corporéité, avec la réalité, avec la famille. Et on a vécu une période de grande tension, de grande peur, de beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité. Et cela refait surface à travers les enfants et les adolescents. Ils donnent voix à quelque chose qui est du système, c'est de tout. Alors, se contenter de blâmer l'enfant. Pourquoi cet enfant est comme ça? Pourquoi cet enfant est comme ci? Voyez cela comme une opportunité pour que le symptôme soit un pont vers la solution au lieu d'être une menace, n'est-ce pas? C'est cette chose, prenons un sujet très commun aujourd'hui, n'est-ce pas? Déficit d'attention. Albert, et allez, tu es plongé dans l'ordinateur toute la journée. Je parle maintenant, moi adulte. La semaine dernière, j'écrivais un rapport. Je mettais à jour Facebook, Instagram, mon blog, et je faisais des références bibliographiques pour un article. Dis-moi, lesquelles faisais-je bien? Bon cœur. Ça doit être exact, parce que j'avais trop de fenêtres ouvertes. Et puis tu ressens une sensation d'anxiété, de devoir tout gérer, parce que l'horloge et tout cela, en même temps que tu fais, ne fonctionne pas. Je parle d'une personne qui est adulte et d'un enfant. Et un enfant et un adolescent qui n'ont pas encore les mêmes mécanismes adaptatifs qu'un adulte. Déficit d'attention, inattention, déconcentration. Et cela, sans même parler encore. La lumière du téléphone portable, n'est-ce pas? Donc, en même temps que je suis sur l'ordinateur, le téléphone portable clignote. Il y a un patient ici qui est drôle parce que le téléphone, il clignote, il vibre, il émet de la lumière. Je dis, regarde, c'est un transformé, n'est-ce pas? Il fait tout. C'est-à-dire, regarde-moi. C'est-à-dire, la personne cesse de se regarder et de s'écouter parce que son téléphone portable lui dit tout le temps, regarde-moi, faites attention à moi. Et puis je m'interromps pour entrer dans le dispositif, dans l'imaginaire, dans le virtuel. Donc, la pandémie a intensifié une chose que Beaumont évoquait déjà auparavant, à propos de la modernité liquide. Et je veux en profiter pour amener ce sujet aussi. Avant l'intervention, auprès de l'enfant ou de l'adolescent, que ce soit avec. Évidemment, pour vous,
qui êtes psychologue, pour le professeur, cela se fait déjà naturellement. Mais avec les parents, avant d'entrer dans la chambre et de prendre contact, laissez votre téléphone à distance. Vous mettez le téléphone en mode avion. C'est une recommandation qui semble évidente, mais c'est quelque chose qui aidera beaucoup pour que vous ayez aussi l'espace pour ressentir. Comme nous, par exemple, au moment où je vais faire une constellation familiale et individuelle, nous allons faire une intervention, ressentir l'inconscient de la personne. Je dis, écoutez, éteignez votre téléphone, mais ne le mettez pas seulement en silencieux, mettez-le en mode avion. Vous allez avoir une heure ici avec moi pour cette expérience. Une heure, vous serez avec vous-même, avec vos sentiments. Ce monde extérieur ne peut pas entrer ici maintenant. Comment était notre vie jusqu'aux années 2000, quand les téléphones portables sont arrivés? Quand nous étions dans la rue, si vous deviez appeler vos parents, vous deviez vous arrêter à une cabine téléphonique. Vous deviez aller chez un ami et demander à utiliser et composer. N'est-ce pas? Alors, et tout allait bien. Ensuite, la personne rentrait chez elle, personne ne mourait et maintenant il y a cette précipitation, cette sensation que si j'éteins le téléphone, quelque chose va se passer pendant cette période. Alors, une des choses que je pense quand vous allez établir cet espace d'écoute et de regard pour cet enfant est, laissez le téléphone loin. Éteignez-le, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez être là, présent. Mais vous n'avez pas besoin d'exiger que l'enfant le fasse déjà automatiquement. Parce que c'est elle qui utilise encore cette ressource pour pouvoir évacuer son anxiété. Alors j'ai dit comme ça, mon fils, mettons le téléphone de côté, juste un petit moment. Qu'est-ce que tu regardes là? Et cherchez, voir ce qu'ils regardent ensemble pour qu'on puisse voir avec toi. Cela peut même être un moyen de connexion, mais tu es là présent, cherchant une porte d'entrée pour le petit cœur de cet être. C'est intéressant que quand elle était plus jeune, on écrivait des lettres. À ma grand-mère en Allemagne, il fallait un mois pour recevoir la réponse. Et là, je pense à Freud, qui avait une correspondance avec plusieurs personnes, et ainsi, tu écrivais et cela prenait 2, 3 jours pour arriver. La réponse de la lettre précédente. Alors, notre exercice d'écriture n'est rien comparé à l'exercice d'écriture que les gens faisaient autrefois. Et on remarque que dans nos messages WhatsApp, etc., c'est de plus en plus court, n'est-ce pas? C'est de plus en plus bref. Nous accélérons tellement le message vocal que bientôt ce ne sera qu'un cri. Il n'y aura pas de rythme, il n'y aura pas de... Parce que, au lieu d'intensifier 2 fois, je vais intensifier 10 fois. Alors j'entends juste Dany faire. Je n'ai pas bien compris le message, mais j'ai répondu aussi. Alors, nous allons revenir à quelque chose. Un peu culturel, c'est interrompre la communication. C'est le malentendu de la communication. Et l'enfant a besoin d'un adulte avec du temps, de la disponibilité et de la patience. Parce qu'elle est encore en train de faire. Et c'est l'adulte qui va traduire, qui va nommer. Winnicott disait souvent cela, n'est-ce pas? C'est l'adulte qui prend en charge, contourne le corps de l'enfant. Le contour se fait avec la parole, avec le toucher, avec l'odeur. Winnicott insiste beaucoup, en tant que pédiatre, sur la relation bébé et mère. C'est-à-dire, la mère donne forme à ce petit être avec du temps, de la disponibilité et de la patience. Parce que tu es mieux que personne là-bas, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas mère, tu sais que ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Alors, ainsi, chaque enfant est différent. Même les jumeaux. Chacun est différent. Oui, oui. Et c'est vraiment comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est un défi pour nous tous, pour nous, les adultes, de réussir à sortir de ces exigences des appareils, du téléphone portable et de donner, par exemple, ce que nous nous donnons l'un à l'autre. Ici,
Une heure de conversation, sauf que nous avons dû faire un live pour y parvenir. Renata, je veux parler avec toi pendant 1 heure. Alors faisons un live. Mais tu comprends à quel point. Je pense que nous n'avons pas réalisé combien nous avons perdu de cette connexion, de ce contact visuel. Et avec l'enfant, avec l'adolescent qui est dans ce processus de formation de toutes. Sa manière de percevoir le monde. Il est encore en train de façonner toutes les réponses de son regard, de son écoute, de son mouvement. Les réponses cognitives, même. Et elles ont toutes été très affectées et raccourcies. Avec l'arrivée des dispositifs, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas que nous diabolisons le téléphone portable, ni les dispositifs, non. Mais c'est, au lieu d'être utilisés par eux, les utiliser quand nous le voulons. Je vais donner un exemple très simple. Moi, tous les soirs, quand je vais dormir, je mets mon téléphone en mode avion. Parce que je me dis, les amis, rien de ce qui va se passer, je suis ici, je dors avec mon mari, avec mes 3 enfants, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, quelqu'un va courir dans le couloir et entrer physiquement dans ma chambre. Si on a besoin de moi, on ne va pas m'appeler, on ne va pas m'envoyer un message, vous comprenez? Donc, c'est ma décision, ça. Je fais ça depuis des années et il ne sait jamais. Rien passé de tel. Ah, mon Dieu, on a eu besoin de toi au milieu de la nuit. Je sais qu'il y a des professions pour lesquelles ce n'est pas possible, je comprends. Mais je donne juste un exemple, je ne dis pas que c'est une règle, d'accord? Mais sortir avec des amis et dire, d'accord, maintenant, à ce moment-là, je vais consacrer une demi-heure à écouter ici dans ce restaurant pendant que je déjeune avec mes amis et je vais laisser le téléphone retourner sans les notifications, les petits bruits, pour que je puisse avoir du temps de présence ici. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un choix. Après une demi-heure, vous prenez, vous retournez, vous jetez un coup d'œil, n'est-ce pas? Vous réalisez ce qui est plus urgent, ce qui ne l'est pas. Sauf que tout est devenu très urgent. Et alors? Les symptômes ont commencé à crier fortement, chez les enfants et les adolescents, parce qu'il y a les besoins, les demandes de leur croissance, de tout ce qui se passe là, dans ce foyer, dans cette maison. Et alors, quand les parents se retrouvent face à un enfant profondément déprimé, profondément anxieux, qui se mutile ou a des idées suicidaires, ils devront s'instruire et créer de nouvelles habitudes. Nous avons déjà parlé avec Renata, entrer dans la culpabilité. Cela ne va pas aider, cela va seulement aggraver la situation. L'important est de passer à une nouvelle action. Et c'est ainsi, ce sont de petits conseils que nous apportons pour que nous puissions rétablir ce contact, cette connexion avec les enfants. Cette histoire que vous venez de raconter à propos du téléphone portable, du mode avion, était un excellent exemple de posture. C'est une posture. L'enfant, elle, ne apprend pas avec nos leçons de morale, elle observe, elle se modèle à partir de ce que nous montrons. Donc, c'est une posture. Logiquement, Danny et moi, nous parlons ici du point de vue de l'expérience. Nous ne parlons pas de la vérité, nous n'avons pas la vérité. Non. Ce sont des postures qui montrer, avoir des effets positifs sur ce moment. Maintenant, sur ce nouveau qui se présente. Maintenant. Ah, mais peut-on faire mieux? Probablement, oui. Danny va continuer à écrire, je vais continuer à écrire. Et vous, qui nous écoutez et avez une meilleure idée, écrivez. Parce que ce n'est pas une introduction ici. C'était ce que Danny a dit quand nous regardons nos jeunes, nos enfants souffrir, nous entrons dans un état de vulnérabilité, d'impuissance. Et là, cela vaut la peine. Les remarques de la psychothérapeute Brené Brown qui dit que c'est précisément dans la vulnérabilité que je découvre ma force. Et Ellinger a aussi une phrase comme ça, n'est-ce pas? Quand je me rends enfin compte que je suis petit face à une situation et que je dis « Waouh, ici je suis petit, je suis parti. » Détends-toi, repose-toi. Cela
Me fait penser, dans ce livre, Les Amis, je propose des phrases de ces postures pour que nous les expérimentions dans notre propre corps, n'est-ce pas? Donc, la phrase dans ce sens est de percevoir dans votre corps comment vous vous sentiriez. Si vous étiez en souffrance et que quelqu'un arrivait et vous disait « Je suis ici avec vous ». Finalement, Maintenant, je suis ici avec vous. Bien. Maintenant, je suis ici avec vous. N'est-ce pas? Je suis désolée pour votre douleur. Je vous vois. Je vous entends. Gros Sandro, notre corps fait « Bonne nuit ». N'est-ce pas? Cela nous détend ainsi parce que si nous ressentons cela, en imaginant, en faisant une visualisation de comment on se sentirait. Si quelqu'un nous disait cela, imaginez l'effet que cela a quand une mère ou un père le dit. C'est très intense. Pour l'enfant, pour l'adolescent. je me souviens d'une phrase dite par un adulte pour moi, n'est-ce pas? De mon père pour moi. Ah, je n'allais pas bien, je n'avais pas de bonnes notes, non. Je sais que c'est important. Mais j'avais aussi mes difficultés. Oh, bien, c'est comme ça, alors. Mais cela apporte de la force. Maintenant, dans cette position du genre tu dois, tu as à, c'est absurde, cela va devenir encore plus petit. Cela va encore plus enlever la force. Maintenant, je fais un petit pas, n'est-ce pas? Que nous faisions dans les jeux. Tu fais un petit pas, tu donnes un. Moi aussi. Je connais l'importance. Mais moi aussi. Alors, ce sont des phrases qui, dans leur cadence, dans leur rythme, au moment opportun, avec l'enfant, avec le jeune, provoquent une identification. Provoquent un. Et, à partir de cette posture, des contenus émergent. Physiques, verbaux, visuels. Et une connexion. Parce que c'est quelque chose que Thomas Hubert disait beaucoup à l'époque de la pandémie de l'isolement social. Nous devons atterrir, nous connecter. Et il disait qu'à l'époque de l'isolement, nous avions cela ici, nous avions les lives, nous avions Zoom, etc. Il disait donc, soyez présents dans cela. Maintenant, dans ce live, je suis présent avec Dany, il n'y a rien d'autre ici, je suis ici. Et je profite de cela ici. Essayez d'être entier dans les choses que je fais. Alors, quand je lis, en lisant le livre de Dany, j'étais entièrement dans la lecture et voir ce qui fait mal. Quand je lis, ce qui bouge, ce que mon corps fait quand je lis. Et puis vérifier quelles postures sont naturelles et lesquelles sont difficiles. Et puis, tout à coup, ma femme lit et tout à coup elle dit celle-ci que tu as dit être difficile, je la fais. Alors, voyez me voir. Parce qu'il y a là une altérité entre le père et la mère, entre l'oncle et la tante, entre la mère et la grand-mère. Et certaines postures sont plus fluides chez l'un et moins chez l'autre. Le T. Éduquer un enfant, c'est cette chose qui vient des natifs. C'est la tribu tout entière. Tous les membres de la tribu éduquent l'enfant. Alors c'est mamie, c'est papy, c'est tonton, c'est tata, c'est le grand frère. Tous ont leur rôle, tous ont leur place. Mais c'est cette chose, je suis présent dans cela. C'est ça. Et ensuite, à l'étape suivante, quand cette confiance est rétablie et cette communication commence à s'écouler, parce qu'au moment où tu dis « je te vois, je t'écoute », le retour va venir.
un contenu va s'écouler. Emma, c'est ce moment-là, j'utilise aussi une autre image pour dire qu'on devient du téflon. Tu sais le téflon? Tu cherches à te désidentifier, à ne pas prendre cela personnellement et à dire « Ah, il est comme ça parce que j'ai été mauvais pour les gens, parce que je suis une mauvaise mère, parce que je suis un mauvais père, parce que j'ai agi ainsi. » Et il peut commencer à dire ce qu'il veut. À ce moment-là, tu laisses s'écouler et tu dis « Je comprends. Je comprends. Parce que tout ce dont ce symptôme a parfois besoin. Cette dépression, cette anxiété, ou un TOC, ou l'automutilation, c'est de pleurer et de laisser sortir cela. Alors, tu vas être cette grande oreille là où tu vas. Respirer et chercher à activer le mode téflon et à te désidentifier de ce qui est dit et dire ainsi « Je suis désolé, mon fils, je suis désolé, ma fille, je suis là. » Et laisse parler. Faire une caresse, masser les pieds pendant qu'on parle, sécher les larmes, enfin. Ou si ce n'est pas pleurer, si c'est crier, parfois même frapper ensemble, prendre un coussin, le mettre pour frapper, enfin. Trouver une manière de faire cela ensemble, chacun avec son enfant, parce qu'à ce moment-là, tu verras qu'à la fin de cette manifestation, il y a ce regard vers toi qui dit « Narquis. » Et toi, dans la phrase que tu as apportée de ton père, René, nous devons déjà conclure. Car nous avons déjà dépassé 1h15 ici pour changer, nos conversations sont super fluides, n'est-ce pas? Si on nous laisse faire, on pourrait faire un live de 8 heures. Tu as anticipé, ton père a anticipé le live de demain avec Rossandro Ellinger que nous allons faire sur la posture 3, n'est-ce pas? Qui est exactement cette posture 2. Tout va bien ressentir de la colère, tout va bien ressentir de la peur, tout va bien. Se sentir ainsi, moi aussi. Parfois je ressens de la peur, de la colère et de la douleur. Alors, c'est bien que ton père ait déjà ouvert le champ ici pour demain, pour l'arrivée de Rossandro. Et je te demande, René, de faire tes considérations finales, s'il te plaît. Ah, bon, que tu seras avec Rossandro, n'est-ce pas? Il a déjà été là, avec Renata Pinotti. Mes considérations sont, continuez à regarder les lives de Danny. Et procurez-vous le livre, il est magnifique. C'est une ressource pour, encore une fois, les parents, les thérapeutes, les éducateurs. C'est un effort, c'est notre effort pour être présent, c'est une ressource. Et nous allons continuer à être attentifs, présents, à chercher les ressources. Et le fait que je sois invité par Dany, qui était ici en train de discuter, de parler de mon travail, d'écouter, d'entendre son travail, son art, m'enrichit, m'émerveille. Donc je remercie pour cet espace. Et je remercie vous tous qui étiez ici aujourd'hui, qui avez pris un peu de temps pour nous écouter et participer, chacun avec son temps et son corps. En nous regardant, en nous écoutant, vous avez supporté et soutenu notre discours ici. Et ce live, les amis, restera enregistré ici sur mon IGTV. Il sera également enregistré sur YouTube. J'ai créé une playlist sur mon YouTube avec le nom du livre. Je montre juste ici, regardez. Je suis ici avec vous. 9 postures pour accueillir les enfants et adolescents en souffrance. Pensez à un livre fin, rapide, plein d'images. Se révèle en 30 minutes de lecture pour que vous puissiez passer à la pratique avec beaucoup d'authenticité, de créativité et de réalité, chacun de vous dans vos vies pratiques. Alors, tu es là, bien gardé. Demain, nous aurons ce live avec Rossandro. Et René, merci encore une fois, parce que je suis vraiment fan de vous. Nous devenons amis, je suis sûre que la réciproque est vraie, car je vois toujours votre retour vers moi, si attentionné,
si ouvert et toujours encourageant à apporter cet art. Parce que c'est un art. Hier, j'étais là, une personne m'a demandé « Mais quelle est votre formation ?» J'ai dit « Écoutez, je suis constellatrice familiale, je suis journaliste, je suis poète, je suis écrivaine, mais surtout, je suis mère de 3 adolescents. Alors, merci. Cette histoire, c'est là, fait là. C'est là, vous êtes créatrice. Je suis la créatrice. Alors, je n'avais jamais pensé à cela, mais d'une certaine manière, mère et père sont la même chose. Et ainsi, dire que ce livre ne remplace pas aucun suivi psychologique, psychiatrique, psychopédagogique. Je voulais juste que vous renforciez cela, s'il vous plaît. Oui, c'est un stimulus. Logiquement, ce n'est pas une séance qui nous analyse, qui nous guérit, ce n'est pas une constellation qui nous guérit, qui change notre vie, ce n'est pas un livre. Ce sont des stimuli, ce sont des ressources, ils résonnent. Ressources. C'est une ressource, c'est un livre, encore une fois, très bien écrit, rythmé. Et facilement, applicable. Mais, logiquement, nous parlons de situations délicates et les situations délicates nécessitent plusieurs perspectives. Je ne travaille pas seul au cabinet. J'ai des collègues dans le domaine médical, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des acupuncteurs, évangélistes, pasteurs, prêtres, c'est-à-dire, nous avons plusieurs. D'écoute et d'accueil et nous suivons cela. Ces différents tissus. Suivons cette histoire. Exactement, exactement. Vous m'entendez bien maintenant que votre voix a un peu baissé, René? Non, c'était un appel qui est arrivé, désolé. Ah, d'accord, mais j'ai réussi à t'entendre. Bon, chers amis, c'était la discussion avec René. C'est ça, psychopédagogue, je l'ai mentionné plus tôt aussi. Ma collègue Gina travaille avec moi, avec les petits, donc on ne peut pas dire non. Je vais tout englober. Non, je vais englober. Va englober un autre, Danny va englober un autre, c'est-à-dire chacun va englober un petit. Retournons à notre sens bien tribal, parce que c'est de cela dont nous avons besoin, les uns des autres. Alors, additionnons. Et l'écriture, la poésie, le livre, la maternité, la paternité, l'expérience en cabinet, tout cela peut s'additionner magnifiquement pour aider ces enfants et adolescents qui expriment les aspirations des familles et de la société dans son ensemble. Regardez avec grandeur et dignité vos petits, car c'est un message qui mérite et doit être entendu et fera du bien à tout le monde. Et nous en sortons enrichis après cette traversée, qui est notre mot préféré de notre amitié, n'est-ce pas, René? Après cette traversée, nous en sortons très, très enrichis, et vous tous avez déjà fait passer ce message, à la fin. Mère, père, personnes qui vivent ce désespoir. Maintenant, n'est-ce pas? Ayez confiance. Sachez que vous cherchez de l'aide, cherchez des professionnels. Et croyez en vous que vous avez la capacité de rétablir ce contact. Cette confiance, cette connexion et écouter tout cela et laisser cette douleur s'écouler pour que ces garçons et ces filles puissent se soulager. Et nous continuons ensemble en échangeant ici dans ces lives pour que nous puissions traverser cela ensemble comme une société coopérative. Très reconnaissante, René, merci. Gros câlin à vous, à vos enfants, là-bas. Un bisou à vous aussi et à votre famille. Merci à tous ceux qui ont été avec nous et je vais laisser cette live enregistrée, d'accord? Gros bisous. Bon après-midi.